bonsoir. Bonsoir. On ne parle pas d'une petite ville, hein. Marseille, une des plus grandes villes de France et d'Europe. La France divisée à ce point, il y a un côté qui fait mauvais genre, non? Écoutez, je ne sais pas si la France est divisée, je ne crois pas. Nous avons été surpris hier soir des décisions du ministre, puisque les chiffres sur lesquels apparemment ces décisions ont été prises, nous les avons. Je vous rappelle qu'à Marseille, l'IHU Méditerranée Infection a pris en charge, a testé depuis le début. Nous suivons l'épidémie et nous avons soigné plus de 6000 patients. Donc nous suivons les choses. Vous êtes le médecin. Quand vous entendez la politique, est-ce que vous pourriez reprendre ces mots? Colère, on n'est pas des fadas, vous le diriez? Et les politiques sont en général les représentants de la population, et vous avez bien vu que ce virus, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Les représentants du peuple à Marseille et de la région étaient plus ou moins unanimes, parce que eux aussi, comme la RS PACA, région sud, a les chiffres. Il n'y a pas d'unanimité, cela dit, dans cette même édition. Hier, le professeur Jouve de l'hôpital La Timone, chez vous à Marseille, disait « Oui, il y a une tension qui monte aux réanimations, même si c'est pour sauver une vie, même si c'est pour sauver quelques vies. Est-ce qu'il ne vaut pas la peine d'adopter ces mesures plutôt que de dire « Mais non, ça va ». Non, je ne crois pas. Et avec Jean-Luc Jouve, nous avons les chiffres, et contrairement à ce que vous pensez, nous avons la même réflexion, mais avec deux visions. Lui, sa priorité, c'est que l'hôpital, l'AP-HM à Marseille, 2700 lits, continue à fonctionner, continue à soigner les gens, qu'on continue à opérer les enfants et à sauver des vies. Donc bien sûr, il peut y avoir une inquiétude de la communauté si le virus augmente, et si. C'est pas seulement si, pardon. Lui, il dit déjà maintenant, et c'est dans le cas dans beaucoup d'endroits de France, déjà maintenant. Alors maintenant, j'en reviens à ma spécialité et aux chiffres que j'ai moi et que je suis. Non, les indicateurs actuels à Marseille et à l'AP-HM notamment sont plutôt rassurants et sont tous à la baisse. C'est-à-dire, mais c'est important, le nombre de cas, le nombre de tests positifs diminue. Nous les suivons depuis la saison hivernale et nous sommes là dans la saison 2 de cette épidémie. Nous avons vu le virus circuler, augmenter, nous avons vu des cas moins sévères. Donc les indicateurs sont à la baisse. Professeur, votre point de vue, on reprendra des chiffres dans un instant. Entendons l'autre point de vue, celui du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il répondait en quelque sorte à la maire de Marseille. Je me suis rendu à Marseille le 27 août et j'ai passé, je crois, plus de 2 heures en préfecture. J'ai également rencontré la maire de Marseille en préfecture de Marseille pendant plus d'une demi-heure. Je leur ai dit que si nous ne prenions pas rapidement des mesures de gestion pour enrayer la circulation du virus, il était à craindre que nous soyons obligés de prendre des mesures plus fortes plus tard. J'ai discuté également à la suite de cela avec les élus marseillais qui considéraient que consulter n'était pas concerter. Sans doute. Mais concerter ne veut pas dire forcément tomber d'accord. Professeur, on entend le ministre. Franchement, pourquoi diable le gouvernement voudrait-il punir Marseille? Quelles seraient leurs intentions? Si on entend la ministre, la maire de Marseille, pourquoi diable le gouvernement voudrait à Marseille? Ça n'a pas de sens. Non, mais je ne me mêle pas des discussions des politiques. Je ne crois pas, et je sais que le ministre de la Santé n'est pas venu à l'IHU Méditerranée Infection, qui est quand même le centre qui a le plus testé, le plus soigné, qui a le plus grand nombre de données sur le virus. Le ministre, il y a quelques jours, nous disait que le virus n'a pas muté. Enfin, c'est publié, nous le savons, nous avons plusieurs centaines. Donc je pense qu'il aurait été bien de venir s'intéresser à ce qui se passe auprès des soignants, auprès de ceux qui testent le virus, qui diagnostiquent, voir comment ça marche. Ça n'a pas été le cas. Après, encore une fois, je ne fais pas de politique. J'essaye de ne pas faire de polémique. Je peux vous parler des chiffres, de la maladie. Ça, oui. Alors, vous ne dites pas de polémique, vous êtes quand même en train de dire que les décisions du gouvernement concernant une des plus grandes régions de France ne vous paraissent pas logiques, c'est votre point de vue, c'est bien ça? Pourquoi donc? Non, ce que je viens de vous dire, c'est que le ministre n'est pas venu à l'IHU Méditerranée Infection voir ce qui s'y passait. Mais les mesures, est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont bonnes? Alors, les mesures, il y a deux façons. Je vais vous répondre non pour faire simple, parce qu'il faut dire oui ou non. Il y a deux arguments. Le premier, c'est que ce type de mesures, fermer les restaurants, fermer les bars, je ne suis pas sûr, personne ne peut le montrer, que ça changera quoi que ce soit dans l'histoire naturelle de ce virus et de sa transmission, sa saisonnalité et ses allers-retours. D'autres spécialistes le contestent absolument. C'était Madame Crémieux qui dit dans les bars, la transmission est 3 fois ou 4 fois plus considérable. Là aussi, vous l'avez entendu, c'était aujourd'hui même. Vous savez, je regarde assez peu la télé. Je regarde les chiffres et je m'occupe des malades. Et là, c'est votre constat. Oui, mais ce qu'on constate, nous, c'est qu'actuellement, le virus est réapparu, a évolué. On a plutôt des clusters familiaux, les personnes âgées également qui sont hospitalisées. Voilà ce qu'on constate. Est-ce qu'il y a plus de chances de se contaminer dans un bar plutôt que d'aller finir la soirée à 10, 12
dans la même pièce, je n'ai pas d'argument pour dire oui ou non. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle j'étais étonné de ces mesures. Et la deuxième, ce sont les indicateurs. Derrière, on va parler des chiffres dans un instant, mais derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un point de vue général sur l'épidémie qui est, au fond, voilà, ça touche des personnes âgées, on en parlait tout à l'heure, vous me le disiez, des personnes âgées, beaucoup d'entre elles devraient mourir de toute façon dans les mois. Certaines parties des médecins pensent ça. Est-ce que c'est votre point de vue? Il y a deux choses. Le virus, actuellement, circule dans toute la population. Ouais. Qui sont les plus fragiles? Ce sont les personnes âgées. Qui sont hospitalisées dans mon service? Ce sont les personnes âgées. La moyenne d'âge des patients hospitalisés et donc sévères à l'IHU Méditerranée Infection, c'est 71 ans. La moyenne d'âge des patients qui malheureusement meurent, c'est 80 ans. Alors, j'emploie assez mal parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les familles qui perdent les leurs, 80 ans, mais c'est vrai que c'est dans l'ordre des choses de mourir à 80 ans d'une infection respiratoire. C'était le cas avant. Ça se discute, pardon un peu, là, quand on voit la moyenne d'âge actuelle, beaucoup de gens vivent beaucoup plus longtemps, on peut se battre pour les faire vivre. Bien sûr, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Moi, je vous dis simplement quels sont les chiffres. L'âge, actuellement, on meurt à 80 ans. Et encore une fois, il faut ramener au nombre de morts. On parle de quoi? Saison 2, actuellement, vous vouliez des chiffres, il y a moins de 40 morts pour une ville de moins d'1 million d'habitants, 40 morts à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Voilà, ça c'est les chiffres. Professeur, parlons des chiffres précisément, c'est votre mot, avec Samira El Gadir. Vous savez, c'est la rubrique des vérificateurs pour LCI et pour TF1. Ah ben voilà, vous regardez la télévision, plus que vous ne le dites, j'en suis sûr. Ça fait rire Samira El Gadir, ça fait toujours plaisir. Samira El Gadir, vous avez en toute objectivité regardé les chiffres, ceux qui vont à charge ou à décharge du point de vue, entre guillemets, marseillais ou du point de vue, entre guillemets, national. D'abord, est-ce qu'il y a une proportion de nouveaux cas spécifiques à Marseille? Alors, les nouveaux cas, quand on parle des proportions des nouveaux cas, on parle du taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, c'est l'indicateur que vous connaissez par cœur. Les chiffres, ils ne sont pas publié à l'échelle de la ville, mais à l'échelle du département. Alors, si on prend Paris, donc le département, on voit que 216 nouveaux cas ont été détectés pour 100 000 habitants. Pour les Bouches-du-Rhône, 208 pour 100 000 habitants. Donc, effectivement, les Bouches-du-Rhône s'en sortent mieux que d'après le dernier bilan de Santé publique France. Alors, ça, c'est pour le match. Mais si on prend un petit peu de hauteur, on observe quand même que les deux départements se situent bien au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 99, vous le voyez, 99 cas pour 100 000 habitants. Donc, Paris, Bouches-du-Rhône, c'est le double. Ensuite, on parlait des personnes âgées en particulier. Est-ce que là, il y a un cas, entre guillemets, marseillais? En tout cas, c'est là que ça se complique pour le département des Bouches-du-Rhône. Et plus on avance dans l'âge, pire c'est. Pour les 60-69 ans, Paris s'en sort mieux, vous le voyez. 132 nouveaux cas contre 157. Et pour les 90 ans et plus, l'écart se creuse. Le taux d'incidence, vous le voyez, pour Paris est de 78 contre, pour les Bouches-du-Rhône, 219 pour 100 000 habitants. Professeur? Non, mais après, je ne conteste pas ces chiffres. Moi, je vous parle des malades, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont fragiles, ceux qu'on doit sauver. Et donc, ce sont les chiffres que je vous donnais. Et parmi les tests, puisque vous avez dû regarder ça... Pardon, la réanimation, c'est quand même ceux qui sont dans la situation la plus grave. C'est là où c'est très révélateur et très dangereux. Bien sûr, non, mais on est d'accord. La moyenne d'âge actuellement des patients qui sont décédés en réanimation, c'est 70 ans. Donc les réanimateurs font un travail extraordinaire et prennent de plus en plus de patients âgés, bien entendu. Mais vos chiffres, je suis tout à fait d'accord. Les patients qui sont fragiles actuellement pour ce virus, qui de façon très globale, la saison 2 de cette maladie est beaucoup moins sévère, ce sont les patients âgés. On est d'accord. Alors après, il faut ramener ça proportionnellement à une grande ville comme Marseille, ça fait assez peu de cas. Alors précisément, ces chiffres, là encore, est-ce qu'il y a un cas marseillais en réanimation? Oui, alors pour la réanimation, c'est l'un des indicateurs utilisés par Olivier Véran. C'est pour ça qu'on prend ces indicateurs. D'après les hôpitaux publics de Paris, donc là on reste sur la capitale, 125 lits sont occupés sur 500 disponibles. Ça fait un taux à 25%. Pour les Bouches-du-Rhône, le taux est de 33% d'après l'agence régionale de santé que j'avais tout à l'heure au téléphone. Ce chiffre, il comprend aussi les hôpitaux privés. Ça, vous connaissez aussi ce problème par cœur parce que ça représente la majorité des établissements à Marseille, donc il faut quand même le préciser. Ce qu'on comprend aussi avec ces chiffres, regardez, c'est qu'il y a moins de lits de réanimation dans les Bouches-du-Rhône qu'à Paris. Quand même, 33%, on peut dire ce qu'on veut, c'est une proportion considérable. Peut-être, espérons que ce ne sera pas pire, mais quand on remonte à février, mars, c'est pas peu, 33%. Non, mais ça n'a rien à voir. Après, encore une fois, il faut regarder les chiffres. Si vous comparez mars-avril, février, mars-avril à maintenant, vous prenez le même nombre de cas diagnostiqués, d'accord? Plusieurs milliers.
Vous regardez combien il y a de patients en réanimation, vous regardez combien de patients hospitalisés, vous regardez combien il y a de décès. Cela n'a rien à voir. Vous parliez de la capacité en réanimation dans les hôpitaux marseillais, mes collègues pourront en parler, mais enfin ce sont des chiffres que nous partageons tous. Il y a une quarantaine de lits dédiés, armés pour le Covid. Dans les hôpitaux marseillais, il reste 5 places, il restait 5 places ce matin, et puis après il y a tout le reste. La vie continue. Il y avait des lits de libre hier soir en réanimation, il y avait une quinzaine de lits de libre dans mon service. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a une maladie infectieuse respiratoire dont il faut, et des patients qui ont 90, 95 ans sortent guéris de mon service. Et parfois on a des problèmes de solution d'aval. Dernier point, c'est un chiffre. Vous avez une centaine de lits ou un peu plus de 200 lits qui sont dédiés au Covid dans les hôpitaux marseillais, mais 25 ou 30, ils sont dédiés aux patients guéris, tout simplement parce qu'on ne peut pas les rentrer chez eux pour des questions d'entourage. Ils ont besoin d'un petit peu d'aide, ils sont plus contagieux, mais ils sont dans les chiffres, cela. Philippe Parola, on voit bien que ce n'est pas une question de chiffres, il y a une espèce de fossé culturel qui est très frappant. N'importe qui est sur les réseaux voit à quel point ça s'écharpe entre les Parisiens. Vous êtes Marseillais? Non, mais je ne crois pas. Alors, si vous ne regardez pas la télévision, allez en tout cas sur les réseaux. Vous allez voir, je ne suis pas sur les réseaux, très sincèrement. Ouais. Et je ne crois pas que ça s'écharpe. Croyez-moi, il y avait la même polémique sur le traitement plaquenil, azithromycine, là où il était plus prescrit, c'était en Ile-de-France. On veut opposer Marseille et Paris. Il y a une accusation qui revient sans arrêt, vraie ou fausse, je vous la soumets. Vous êtes-vous Marseillais pur sucre? Né à Marseille, voilà. Cette accusation sur laquelle... Je suis Marseille typique, mes parents sont corse et d'origine corse et italienne. Cette accusation sur laquelle les Marseillais auraient été moins disciplinés que les autres. Et vous savez, une des images qu'on fait le plus tourner, c'est les supporters sans masque. Il n'y a pas qu'à Marseille, on est bien d'accord, mais enfin quand même, ces images qui ont beaucoup frappé, où on se dit, voilà, on est en train de payer une forme d'inconscience qu'il y aurait eu cet été. Est-ce que les Marseillais sont moins disciplinés d'après vous ? Non, je ne crois pas. Écoutez, non seulement je ne crois pas, et puis là, ce sont des raccourcis qui, à la fin, peut-être après, construisent une opinion. Mais l'action sur les comportements humains, si vous croyez que vous allez empêcher les jeunes de se rassembler l'été ou de se rassembler tout court, les gens de se socialiser et le virus de circuler par des mesures quelle qu'elle soit, ça n'a jamais été montré. L'histoire naturelle de ce virus, d'autres l'ont dit, vous savez, on ne sait même pas ses allers-retours du nord au sud et inversement, sa saisonnalité, l'action que l'on peut avoir. Il y en a une qui est importante, protéger les soignants et empêcher que des malades diagnostiqués et testés positifs, pour peu qu'on soit en capacité de le faire, transmettent. Après, ça veut dire quoi? Les amendes, il faut les mettre les amendes ou pas? Non mais ça c'est du politique. Écoutez, votre avis à vous. Je peux vous dire comment on soigne les gens, je peux vous... Non mais au bout d'un moment, vous avez un avis là-dessus. Non mais je suis un citoyen comme un autre. Je vous donne un exemple, marcher tout seul dans la rue avec un masque, ça sert à quelque chose? Non, et pourtant je le fais, je suis un citoyen. Mais à la fin, vous savez bien que vous allez marcher tout seul dans une rue, qu'est-ce que vous craignez pour vous, l'entourage, pour la ville? Donc la cohérence de ça, il ne faut pas s'en mêler. Le politique prend sa décision. Moi, je peux commenter des aspects sanitaires. Le politique, lui, a des éléments autres que la santé et que je respecte. C'est pas facile. Un chiffre qui n'est pas sorti hier, mais ça, je suis sûr que vous l'avez vu. Il y a une seule région à Marseille où le fameux R0, vous savez, le potentiel. Il y a une seule région de France pour laquelle le R est inférieur à 1. Vous savez où c'est? Vous n'avez pas? Vous avez vu ce chiffre? Non, c'est à Marseille, c'est dans le sud. Incroyable. Bizarrement, il a été oublié, mais ce sont des chiffres, c'est Santé publique France. C'est pas l'IHU, c'est pas Parola, c'est pas Didier Raoult. Regardez ça. Je vous repose la question morale pour finir. Même si on peut partir du point de vue que peut-être on en fait trop, quand même, si on peut sauver quelques vies, si on peut éviter, parfois les séquelles sont très graves. On le voit. Non, mais là, on est d'accord. Après, il ne faut pas tourner la phrase comme ça, parce qu'on est tous d'accord avec ça. Pas tout à fait quand même, puisque vous dites les mesures prises. Je ne les comprends pas. Or, mieux vaut des mesures un peu excessives peut-être que trop faibles, non? Non, là, vous me posez la question, est-ce qu'il faut faire du principe de précaution ou pas? Encore une fois, ça, est-ce qu'il le faut alors? Ça, c'est le politique, mais c'est pas à moi de le dire. Je vous ai donné l'exemple de marcher tout seul dans la rue avec un masque. Protéger les soignants comme on aurait dû le faire au mois de mars, au mois d'avril. Nous, il nous restait 3 jours de masque. Ça, c'était un enjeu, j'aurais pu vous répondre. Ce qui est important, c'est de donner, et croyez-moi, si vous parlez de sauver les vies, mais il y a un élément, une erreur à ne pas commettre. Vous vous souvenez au mois de mars et avril, on entendait le message de santé publique qui disait « restez chez vous jusqu'à avoir des difficultés respiratoires ». On sait que c'était une erreur. L'hypoxémie heureuse, mes collègues réanimateurs vous en parleront. Heureusement, on ne l'entend plus. L'élément clé, si vous voulez sauver des vies, c'est donner accès aux docteurs, aux soins, à l'oxygène, la prévention et les traitements, bien entendu.
Professeur, merci. Rendons-nous à Marseille. On va entendre tous les points de vue au cours de cette émission. Tout à l'heure, Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. Plus tard, on parlera de cet état de crise de nerfs où peut-être une partie de l'opinion française tombe. Mais d'abord donc à Marseille, là où visiblement il y a un abcès de fixation avec Camilla Campuzano, avec Morgan Pope. Camilla, quand on entend tout ce qui s'est dit, quand on voit la une de la Provence avec ce titre, sans doute avec sa part de provocation, on en parlera avec François-Olivier Gisbert dans un instant, la punition, est-ce que c'est effectivement ce que ressentent une partie des Marseillais ? Eh bien oui, en tout cas, c'est ce que ressentent les Marseillais que nous avons pu rencontrer depuis que ces annonces d'Olivier Véran sont tombées. Il se trouve qu'ils estiment que c'est inadmissible, que c'est une injustice et même une stigmatisation de leur ville. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres, nous disent-ils? Et puis, en plus de cette injustice qu'ils ressentent et cette colère, eh bien, ils estiment que ce serait inefficace, que cela déplacerait tout simplement le problème, puisque fermer les terrasses, les restaurants et les cafés inciterait les gens à se rassembler finalement chez eux, donc en milieu souvent fermé. Et donc, finalement, eh bien, les contaminations ne seraient pas nécessairement moins importantes puisque les plus inconscients d'entre eux continueraient à se voir sans respecter nécessairement les gestes barrières. Et puis, on nous dit ici que c'est aussi priver les Marseillais d'un peu la culture locale, le petit café en terrasse du matin auquel tiennent notamment les plus âgés. Et puis, pour ne pas les contredire, eh bien, les autorités vont dans le même sens. Les élus locaux expliquent eh bien, qu'ils ne donneront pas la consigne à la police municipale de verbaliser en fonction des nouvelles consignes données par le ministre de la Santé. Ah oui, on en est là. Il y a des mesures qui donc ne seront pas appliquées, c'est bien ça ? Eh bien, en fait, ce serait la police nationale qui devrait verbaliser. Il nous dit ici à Marseille, il y a 400 agents. Impossible d'avoir les bras suffisants pour appliquer les mesures qu'exige l'État. Professeur, un mot là-dessus, quand même, on en parlait. Là, on est au stade, on peut appeler ça comme on veut, une forme de désobéissance. Est-ce que ça vous choque ? Écoutez, moi, rien me choque. Ça, on a compris. Non, mais c'est vrai que dans un état de droit, il y a des mesures qui sont prises. Non, mais à la fin, un état de droit, vous savez, il se décline sur le plan national, il se décline sur le plan régional. Le mécano de l'application de la loi, vous le connaissez peut-être mieux que moi. En tout cas, moi, je suis très heureux de voir les politiques qui prennent leurs responsabilités en faisant une chose, en faisant remonter la réalité. Et croyez-moi, elle est difficile à faire passer, tant dans la gravité ou au contraire, la diminution de la gravité actuellement de l'épidémie. Avec nous, Camilla, si vous êtes toujours avec nous, Camilla, vous m'entendez toujours ? Alors, plus de Camilla. Donc, professeur, je vous pose la question. C'est ce que Didier Raoult, qui est votre collègue, vient de déclarer. On a sous les yeux la fin d'un monde scientifique, d'un modèle scientifique. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? On sent qu'il y a une forme de rupture aujourd'hui, forte, y compris dans le monde médical. Sans jugement de valeur, là, je vous pose une question objective. La rupture, elle est où ? Le clivage, où est-il ? Vous savez, il y a deux choses. Il y a le monde médical, le médecin, il est face à son patient, il fait le mieux possible. Ouais. Les médecins ont eu des opinions divergentes et on leur a donné plus ou moins de liberté de le faire. C'est une relation médecin-patient. Ensuite, il y a la science et ce qu'on peut en tirer. À partir de là, bien entendu, ça va de l'édition scientifique aux messages scientifiques tels qu'ils sont détournés parfois, effectivement. Professeur, un dernier mot. On sent qu'il y a là quelque chose d'une force spectaculaire. Didier Raoult était à votre place. On a reçu ici un nombre d'insultes, mais aussi de messages d'approbation. Je n'avais jamais reçu ça en plus de 20 ans de journalisme. Qu'est-ce qui se passe là exactement ? Non, mais vous savez, c'est une question qu'on me pose souvent en me disant est-ce que ça va ? Écoutez, non, mais tout va bien. Quand même, ça va bien. Non. C'est quand même dans un pays civilisé, c'est un peu inquiétant. Encore une fois, vous avez le prisme peut-être médiatique que je n'ai pas. Nous, ce que nous vivons au quotidien, à part de la tension, puisque nous avons des moments difficiles avec les malades, avec les familles, parfois. Nous avons des moments difficiles parce qu'il faut expliquer les choses. Et là, effectivement, il peut y avoir des contradictions. Mais pour l'instant, pour moi, pour Didier, pour toute notre équipe, parce que nous sommes, bien sûr, nous sommes nombreux, pour mes infirmières, mes internes, c'est plutôt que du bonheur. C'est-à-dire qu'on a un retour des patients vers nous, bien entendu, de la région, du pays. Et n'oublions pas les pays du Sud, qui est plutôt très satisfaisant. Voilà. Il suffit, de ne pas trop regarder les chaînes de télé d'info continue parce que c'est un petit peu anxiogène. Ce soir, vous rentrez à votre hôtel, mettez LCI, vous allez voir, c'est très très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci professeur d'avoir été avec nous.